c'est Mélissa Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de la fantasy. Si jamais vous entendez du bruit, sachez qu'on a un invité surprise qui a décidé de squatter mon fauteuil. J'ai pris mon petit carnet et je vais essayer de vous faire ça de façon assez dynamique et énergique puisque initialement mon idée c'était de vous le laisser dans le vlog de la deuxième partie du mois de la fantasy. Et quand je l'ai monté, je me suis dit mon dieu, c'est pas possible, ça ne rend absolument pas justice à ce que j'ai pu penser de ce que j'ai lu. Donc c'était terrible, donc j'ai décidé de vous le refaire, voilà. Et puis pour ceux qui n'y a que ça intéresse et que le reste de ma vie n'intéresse pas, ce qui est tout à fait normal, et bien voilà, au moins vous aurez tout au même endroit. Donc déjà pour commencer, sachez que ce mois de la fantasy est un échec. Sur les 10 livres que je devais lire, j'en ai lu 6, sachant que j'en ai lu aussi un en plus que j'ai mis en bonus. Je n'ai pas validé toutes les catégories, enfin je pourrais valider toutes les catégories je pense avec les différents livres que j'ai lus, mais je les ai pas validés selon le mode que j'avais choisi au début. J'ai passé un mois plutôt sympa, après j'ai lu beaucoup moins ce mois-ci que ce que j'avais pu lire en mars et en avril. Donc c'est un peu la déception, mais en même temps j'ai envie de vous dire, ça y est, la vie reprend petit à petit. J'ai pas mal bougé sur les week-ends le mois de mai. J'espérais que les temps en voiture me permettraient de lire, mais finalement, ben non, pas trop. Du coup, on va commencer par ma première lecture qui était Elana l'envol de Pierre Bottero. On est nombreux à avoir décidé de relire du Pierre Bottero pour le mois de la fantasy. Moi, vous savez que j'ai mis ça dans le cadre de ma relecture globale de Pierre Bottero dans l'ordre chronologique de l'histoire. Donc après celui-là, je vais reprendre les Ewilan. Mon dieu, Pierre Bottero, si vous ne connaissez pas encore, je ne peux que vous engager à le lire, à le découvrir. Sa plume est absolument sublime, magnifique, poétique, très douce et tellement poignante. Et voilà, à chaque fois que je relis celui-ci, je pense que ça doit être un de mes préférés, vraiment. À chaque fois que je le relis, je suis presque sous le choc, quoi. Je pleure déjà, bon ça, vous me connaissez, c'est assez assez souvent que je pleure quand je lis. Ça arrive régulièrement, mais pour celui-là c'est systématique en fait. On aborde des thématiques qui sont mais tellement fortes. Bon, la liberté et l'indépendance bien sûr, parce qu'on parle d'Elana et que c'est quand même la vie de marchand, c'est ça en fait, hein, c'est être libre, être indépendant et voilà, vivre cette liberté et la mettre en harmonie avec le monde, les autres, la nature, voilà, énormément de choses. Mais il est aussi question de deuil, question de loyauté, d'amitié, voilà, de liens amoureux. C'était sublime, voilà, je ne m'en remets pas, je ne le connais pas par cœur, mais presque. Les pages, la tranche est jaunie, le dos est craquelé, je l'ai beaucoup lu et je sais que c'était pas la dernière fois que je le relisais, je pense. Quel effet ça a sur mon petit cœur. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu Le Pacte des Marchands, allez-y, foncez, c'est sublime. Et donc j'avais raison, dans Elana je l'avais mis dans deux catégories. La première c'était Nous avons appris, puisque Elana termine son apprentissage de marchand et mon dieu c'était trop bien. Et j'ai mis aussi À la rencontre des autres, donc quelque chose avec le petit peuple, puisque j'avais bien pensé en fait qu'il y avait un petit flashback ou des souvenirs en tout cas avec le peuple des petits, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, ça peut pas s'inventer. Donc voilà, ça rentre dans les deux catégories, donc ça fait deux catégories de validées. Ma seconde lecture c'était Un reflet de lune de Estelle Faye, paru chez ActuSF. D'ailleurs le format est juste absolument sublime. Je ne peux pas vous en parler, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je vous mettrai ma chronique du coup sur le site Imaginary dans la barre d'infos, en espérant que j'y pense. Et je l'ai lu pour valider la catégorie découvrir une nouvelle ville. Alors normalement c'est de l'urban fantasy, mais là très clairement moi j'en lis pas du tout de l'urban fantasy, mais là on est sur de la fantasy dans une ville, un Paris post-apocalyptique. Ensuite j'ai décidé de m'attaquer à The Smoke Thieves, de Sally Green. Vous le savez, je l'ai dans ma pile à lire depuis un sacré paquet de temps avant sa sortie en français, puisque je comptais le lire sans savoir qu'il allait être traduit. D'ailleurs je m'étais fait à l'idée que j'allais acheter le second tome en anglais et le lire avant sa sortie française, sauf que j'ai vu qu'il sortait le 25 août en français, donc il y a peu de chances que je le lise d'ici là. Ils ont fait vite chez J'ai lu. Déjà ce livre je l'ai lu pour valider la catégorie et commençons le périple, donc pour valider un voyage, puisque on part sur un pays peuplé de djinns, donc moi j'ai pensé tout de suite à quelque chose d'un peu oriental. En fait c'est pas tout à fait exact, hein. On n'est pas du tout dans un univers oriental, on est dans un univers complètement inventé. J'ai pas ressenti
des inspirations particulières, c'est pas du tout comme ah zut, Rebelle du désert que j'avais lu en VO aussi, et là pour le coup on sent complètement le truc oriental, ça n'a absolument rien à voir, ou Rosen même, ça n'a rien à voir du tout, là c'est complètement inventé. J'ai eu du mal à me représenter d'ailleurs l'univers, certains vêtements, tout ça, c'est pas forcément évident même si c'est plutôt bien décrit. Alors maintenant cette lecture j'en ai entendu tellement de bien, surtout depuis sa sortie en français, mais c'est un coup de cœur phénoménal pour énormément de gens. Donc je pense honnêtement que j'en attendais trop. On va se retrouver avec 5 ou 6 personnages dont les points de vue vont s'alterner de façon plus ou moins aléatoire et plus ou moins rapide. La mise en place de l'univers est assez longue. Voilà, pour tout vous dire, les premiers chapitres sont plutôt longs, ça prend son temps, mais franchement ça vaut le coup de mettre en place cet univers. On voit tous les points de vue des personnages qui vont petit à petit converger jusqu'à la toute fin qui est absolument explosive. Maintenant le fait de l'avoir lu en anglais, ça m'a rajouté comme souvent une difficulté supplémentaire. C'était pas évident hein. Pour tout vous dire, les scènes d'action, les scènes de bataille, parce qu'il y en a, c'était un petit peu plus compliqué pour moi. Ça m'a pris beaucoup de temps de lire ce livre, non pas parce que j'aimais pas, mais parce que voilà, déjà ça prend son temps au début, ensuite c'était de la VO et ça a été un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai passé un très bon moment, mais c'est pas un coup de cœur, voilà. Et du coup ça me déçoit, moi, de pas avoir autant aimé ce livre que tout le monde l'a aimé. La petite chose que je lui reproche en fait, mais c'est très bête, hein, c'est que c'est du young adulte en fait. C'est du young adulte et je trouve que du coup il y a certaines petites choses qui manquent de subtilité, en particulier concernant les relations entre les personnages. C'est d'autant plus difficile pour moi de dire ça que je sais que c'est de young adulte, donc je peux pas lui reprocher de l'être, mais ce qui me fait dire ça aussi, c'est que j'ai lu Elana avant et en parallèle je lisais Elantris. Et voilà, donc en gros je lisais un jeunesse young adulte mais au niveau plus et un livre adulte plus. Donc forcément je pense que ça a pas mal joué sur mon avis sur cette lecture. J'ai passé un très bon moment, l'univers est très sympa, les complots politiques sont super intéressants. J'ai hâte de savoir vraiment la suite, ce qui va se passer entre les différents royaumes, comment les gens vont réussir à tirer parti de tout ce qui s'est passé, et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc voilà, c'est vraiment positif, mais il y a le petit côté manque de subtilité sur les relations entre les personnages. Il y avait quelques petits trucs que j'attendais au tournant et qui sont arrivés et que j'avais deviné plutôt très bien. Donc voilà, c'est un petit peu le... Voilà, c'était une bonne lecture, mais pas aussi exceptionnelle que ce à quoi je m'attendais. Après c'est peut-être le fait d'avoir lu en VO. Ma lecture suivante, c'était pour valider nous rencontrons des gens exceptionnels. Ça parlait de magie. Et c'est une grosse déception. Voilà, j'ai lu Les Faucons de Ravera et il faut dire que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi j'ai lu ce roman parce que je l'ai vu conseillé par beaucoup de youtubeurs qui l'avaient beaucoup apprécié et des gens dont je trouve l'avis plutôt fiable en règle générale. Il y a quelqu'un, je ne me souviens plus, l'un d'entre vous, qui m'a dit sur Instagram en commentaire, enfin en MP, c'est super niais. Mais oui à 100%, c'est archi niais. Et franchement c'est ce qui m'a marqué dès le début. Au début je pensais que ça allait, que ce serait qu'une phase, mais en fait non. S'il y a une chose qui est constante sur ce roman, sur tout le long de l'histoire, ben c'est la niaiserie, voilà. Sinon pour tout vous dire, honnêtement j'ai hésité à plusieurs reprises à l'abandonner parce que je n'avançais pas dedans, ça n'avance pas, le livre il fait 600 pages je crois, ouais c'est ça, un peu plus de 600 pages, et les 300 premières pages, la première moitié il ne se passe quasiment rien, on a très peu d'informations, on ne comprend rien, les choses sont pas très bien amenées. Franchement, je trouve que le système de magie qui est intéressant et qui a franchement le mérite d'être original, eh ben c'est pas du tout expliqué et j'ai trouvé ça super dommage. On sait qu'il y a plusieurs catégories de faucons qui font différentes choses mais c'est pas clair. Les éléments historiques sont amenés mais avec des gros sabots, voilà. J'ai pas du tout apprécié les personnages. J'ai eu un gros blocage avec les personnages aussi, ce qui n'aide pas. On essaie de nous présenter une nana un peu badass, un peu rebelle, qui veut s'opposer à sa mère qui a tous les pouvoirs. Oui, enfin bon, c'était pas terrible. Après, l'auteur en joue. L'auteur en joue beaucoup de ce personnage principal qui est le narrateur au passage. Elle joue beaucoup de ce lien avec sa mère et de cette prise d'indépendance qui arrive très tardivement, voilà. Donc ça c'était pas trop mal pour le coup. Mais à côté on a son faucon du coup qui s'appelle Zera.
Voilà, c'est la nana badass et rebelle, franc-parler, un peu beauf sur les côtés, qu'est-ce qu'on se marre bien, ça m'a pas fait rire du tout. J'ai pas aimé leur relation. C'est pareil, on parle à plusieurs reprises d'un entraînement entre le faucon et son mage. Son fauconnier, pardon, fauconnier. On en parle à plusieurs reprises, elle se voit quasiment quotidiennement, mais on ne sait pas en quoi consiste cet entraînement. Il n'y a aucune explication. Zéro. Cochi, nada. Et en parlant des personnages, il y en a un qui m'a encore plus énervé que le personnage principal. Et il s'agit de Marcello. Marcello qui est donc colonel, je crois, ou commandant, ou capitaine, ou je sais plus trop quoi, chez les faucons. Hein. Marcello, c'est un jeune homme qui a un passé un peu compliqué, qui est le seul à s'être occupé de sa petite sœur, qui est d'ailleurs devenue son faucon par la suite. Un peu renié par sa famille, traité de bon à rien tout le temps, voilà. Et donc en fait, il est, alors je vais pas dire faible parce que c'est pas ça que je veux dire, qu'il y ait des hommes qui soient plus sensibles, plus tendres, voilà, ça, ok, complètement, d'accord, c'est top d'ailleurs. Mais en fait non, là on a un personnage qui s'apitoie sur son sort tout le temps. Mais tout le temps, c'est insupportable. À la fin je n'en pouvais plus et à chacune de ces phrases j'étais en mode mais non c'est pas vrai, encore le pauvre petit Marcello qui va perdre sa place, nanana. Mais non en fait, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc voilà, il m'a insupporté. En plus quand je parlais de niaiserie, c'est en grande partie à cause de Marcello et de sa relation avec Amalia, le personnage principal. Donc voilà, c'est... On sent le truc venir à 10 km, c'est... niais. Sinon, au niveau politique, quand même, c'était assez intéressant. Franchement, c'était pas trop mal mené, j'ai plutôt bien aimé. Surtout à partir de la deuxième moitié, là, ça y est, ça accélère et on est vraiment dans le complot politique. On cherche, on fait une enquête, tout ça, là, c'était vraiment bien. Mais forcément c'est pas supporté par les personnages qui vont bien, les dialogues qui vont bien, l'action qui va bien. On rajoute à ça un scénario où il y a très clairement 2-3 points qui sont trop faciles. Voilà, ça a été mis là pour simplifier à mort et parce que l'auteur ne voulait pas se casser la tête. On ajoute encore à cela 2-3 absurdités en termes de réaction d'un personnage. Il y a 2-3 petites choses comme ça qui ne tiennent pas la route pour moi, qui ne m'ont pas plu. Bon, je pense que vous avez compris, il y a vraiment, allez, 3 points positifs sur ce roman. Le premier c'est l'univers original et la partie complot politique, tout ça qui est là, ok, j'admets, c'est bien. La deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de triangle amoureux alors que j'avais très peur de ça quand je l'ai commencé et ça partait plutôt mal, hein, pour tout vous dire. Donc il n'y en a pas. Ça c'est la bonne nouvelle, même si on a un personnage qui change, un autre personnage masculin secondaire qui change d'avis comme de chemise et qui m'a énervé au plus haut point lui aussi. Et la troisième chose c'est qu'il n'y a pas de cliffhanger. Voilà, il n'y en a pas, donc si on veut s'arrêter là on peut, c'est je pense ce que je vais faire. Même si on m'a dit que le tome 2 était meilleur, moi sérieusement je ne suis pas sûre d'avoir envie de tenter, surtout si c'est encore un truc de 600 pages. Je sais pas, je verrai, peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que j'aurai envie de me laisser tenter parce que la couverture est encore une fois à tomber par terre. Donc peut-être que je vais être faible et y aller, mais c'est un peu comme Iskari. C'est même pire qu'Iskari en fait, pour tout vous dire. Iskari, le tome 2, vraiment pourquoi pas. Là, le tome 2, en l'état, non. Après cela, il nous fallait trouver un apprenti et je vais essayer de faire vite parce que ma batterie clignote. Et j'ai lu du coup La malédiction de l'épouvanteur, donc c'est le tome 2 de la saga Thomas Ward et ça m'a fait tellement de bien de me plonger dans cette lecture après les 2 young adultes que j'ai lus parce que c'était jeunesse et c'était simple. Voilà, là on n'est pas sur des questions de subtilité relationnelle quoi, là il n'y a pas besoin, c'est... Tout est clair, net, précis, on a un peu de mystère, on a de l'action, on a de l'aventure, on a une relation qui évolue entre Thomas et la jeune Alice qui est très intéressante, il y a de l'ambivalence sur certains personnages, voilà, c'est un super bon cocktail. Ça parle de sorcières, ça parle de bûcher, c'est la chasse aux sorcières, c'est la chasse à l'obscur. Franchement c'est vraiment des petits bijoux je pense. Alors je n'en suis qu'à ma relecture du tome 2, il me reste donc 11 à relire derrière, mais c'est toujours avec grand plaisir que je me lance là-dedans et il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, je le recommande à 200%. Vous l'avez vu beaucoup tourner donc je vais pas non plus m'apesantir dessus.
mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, le dernier et pas des moindres, j'ai lu pour la lecture commune, donc Se laisser porter, j'ai lu Brandon Sanderson, Elantris. Ça tombait vraiment bien puisque je l'ai reçu juste avant d'apprendre que ce serait la lecture commune du mois de la fantasy. Sinon, Dieu seul sait quand est-ce que je l'aurais sorti de ma palle parce que honnêtement, il fait peur. Mais il ne faut pas avoir peur et tout le monde me le disait et donc j'en profite pour retransmettre ce message. N'ayez pas peur de cette bricasse parce que bon, on fait quand même à peu près 900 pages, un peu plus. Ça se lit vraiment tout seul, ça se lit vraiment super bien. Ce roman, il faut juste vous donner un petit peu de contexte pour comprendre ce que je vais vous dire par la suite. Donc dans ce roman, on a une cité qui s'appelle Elantris, qui était la cité presque de demi-dieux. Ces demi-dieux en fait étaient des humains comme vous et moi avant d'être frappés par le Shahod, qui en faisait du jour au lendemain, donc au réveil, des personnes avec des pouvoirs très particulier, quelque chose de très lumineux, quelque chose de génial qui permet aux villes qui l'entourent l'abondance en tout, la nourriture, le travail, enfin voilà, vraiment une vie extrêmement prospère grâce à Elantris. À un moment donné dans l'histoire d'Elantris, il se passe un événement terrible que personne ne comprend et ce qui était une bénédiction avant devient une malédiction. Toutes les personnes qui sont frappées par le Shahod deviennent en fait déchues, ils sont morts en fait, ils ont plus les mêmes pouvoirs qu'avant, ils doivent juste se laisser mourir sachant qu'ils ne mourront jamais. Et donc forcément tout ce qui s'était construit autour de cette prospère Elantris finit par sombrer en fait. Voilà, les personnes qui restent, les personnes qui n'étaient pas touchées par le Shahod doivent du coup se débrouiller sans tout ce qu'apportait Elantris au niveau prospérité, donc la sécurité face à des armées qui viennent du Grand Est. Donc on est dans ce contexte là, 10 ans après la fameuse malédiction qui s'est abattue sur Elantris. Et en fait c'est un roman plein de complots et de politique et c'est juste extrêmement bien raconté, extrêmement bien joué. On va suivre 3 personnages principaux dont les points de vue vont s'alterner au fur et à mesure. Le premier c'est le prince de la ville d'à côté d'Elantris qui est brusquement frappé par cette malédiction et donc qui est enfermé dans Elantris avec tous les autres damnés de son genre. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire revivre Elantris, la faire renaître de ses cendres, la faire vivre autrement et surtout il va essayer de comprendre. Il va mener une véritable enquête pour comprendre ce qui s'est passé, analyser et réparer si c'est possible. Et donc c'est un personnage que j'ai adoré parce que c'est vraiment un leader en puissance, d'un charisme exceptionnel alors que voilà, il est déchu, hein, donc bon, il a plus de cheveux, il a la peau qui barre en lambeaux, il souffre énormément. Mais voilà, il est là pour tous les autres, il rassemble, il réunit, il est absolument incroyable, toutes les parties sur lui étaient géniales. À côté de ça, on va rencontrer Sarene qui est une jeune princesse, une jeune femme, princesse d'un autre pays qui devait épouser justement notre prince Raoden et qui arrive pour ses noces et qui apprend qu'il est mort. Comme ses noces, le contrat de noces est un peu particulier, elle est censée rester et doit tenir son rôle de princesse et donc elle va se mêler de la politique interne de ce pays de façon incroyable. En fait elle va reprendre la place solaire qu'avait Raoden auprès de tout un groupe d'amis pour changer en profondeur cette politique qui ne leur convient absolument pas. Elle finit par être très attachée à ce nouveau pays d'adoption. Et enfin on va suivre un troisième personnage qui lui est un prêtre. C'est un prêtre qui a été envoyé par les grandes armées de l'Est là pour évangéliser et convertir toute la région de Elantris et de la ville de Cae. Il doit les évangéliser et les convertir avant que les armées ne déferlent et ne règlent ça dans un bain de sang. Voilà. Donc ça c'est sa mission, sachant qu'il va traverser une grosse crise de la foi. Il a une façon de vivre sa foi qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'il peut voir à côté de lui. Et il va se poser de grosses questions sur est-ce que finalement je crois vraiment ou est-ce que j'ai pris l'habitude de penser que je crois. Enfin voilà, c'est énormément de questionnements. Au début j'ai vraiment détesté ce personnage, j'ai trouvé les chapitres avec lui un peu trop lents, mais finalement sur la fin c'est juste absolument exceptionnel. Alors le début se met en place très lentement, mais ce qu'il faut voir c'est que c'est un one shot, donc c'est à dire que il faut mettre en place l'univers, mener l'action et terminer tout ça dans un seul tome. Et en même temps l'univers est tellement bien construit et tellement complexe que forcément la mise en place au début est un peu longue. Mais c'est pas du tout un point négatif, moi j'ai adoré, l'univers je l'ai trouvé tellement bien, enfin franchement la puissance de l'imaginaire de Brandon Sanderson est incroyable. Ces personnages sont tellement fouillés psychologiquement, il y a énormément d'échanges, je vous dis
là ce que je vous ai raconté c'est vraiment en gros ce qui se passe au début, mais il va y avoir tellement de liens entre les différents personnages, il va se passer tellement de choses, et tellement de complots, de trucs de machin, et je fais ça parce que c'était vraiment super bien, donc je ne suis pas sûre que ce soit un coup de cœur, je saurais pas vous dire là dans l'immédiat, donc j'aurais tendance à dire que c'en est pas un, mais c'est tellement une super belle découverte et je suis tellement heureuse de ne pas avoir eu peur de cette brique et de m'être lancée grâce à la lecture commune de Piketty. Je pense que je me laisserai tenter par d'autres Brandon Sanderson, j'ai entendu énormément de bien des archives de Rochard, donc voilà, laissez-moi dans les commentaires, dites-moi quel est votre Brandon Sanderson préféré, dites-moi si vous avez déjà tenté, moi je suis prête à me lancer à nouveau dans cette œuvre parce que j'ai trouvé absolument incroyable. Et à côté de ça j'ai aussi lu, écouté du coup en audio La fille dans la tour, donc c'est le deuxième tome de L'ours et le rossignol, donc ça s'appelle Winter Night, la saga de Catherine Arden. J'adore le conteur déjà, c'est super important de le préciser parce que c'est pas toujours le cas dans les livres audio, et j'ai énormément apprécié cette histoire. Alors on monte pas tant que ça en puissance côté fantasy autant que ce que j'attendais, il n'y a pas forcément de nouveautés à ce niveau là, on reste sur les bonnes bases qu'on avait créées. En revanche on va suivre toute une épopée puisque Vassia se déguise en homme pour vivre sur les grands chemins et va retrouver toute une partie de sa famille à Moscou après avoir lutté contre des bandits et des pillards, et donc voilà, elle va faire partie de l'univers du grand prince de Moscou. Il y a aussi forcément le démon du gel. Oh, regardez qui vient venir dire bonjour. Il y a aussi le démon du gel Morosco forcément qui revient. On retrouve les petites créatures qui s'allient, on retrouve énormément d'action. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Je ne vais pas lire le troisième tome tout de suite parce que j'ai envie de me le garder. Voilà, j'ai pas envie que ça se termine. Donc tranquillement, je vais attendre encore un peu avant de me lancer dans le troisième tome. Mais je vous conseille à 200% cette saga aussi qui nous emmène là pour le coup dans un univers extrêmement russe. Au niveau des thématiques, on reste sur la thématique encore une fois un côté très féminisme, le côté sorcière, l'idée que on peut choisir son destin, on peut influencer son destin, la place de la femme dans la société russe de l'époque, enfin voilà, on va parler de plein de petites choses. Une excellente lecture. Donc finalement le bilan de ce mois de la fantasy est assez mitigé parce que j'ai fait d'excellentes lectures et une lecture plutôt décevante et puis une lecture moyenne. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires à me dire vous ce que vous avez lu pour le mois de la fantasy, est-ce que vous avez réussi votre challenge, est-ce que vous y avez participé, est-ce que vous avez lu certains livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai très hâte qu'on en discute. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.